Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis de formation pédopsychiatre spécialisée dans les troubles alimentaires, plus récemment dans l'autisme et les troubles alimentaires, et donc j'ai rencontré ce problème-là très tôt dans mes études sans pour autant qu'on ne m'ait formé sur le sujet. Donc voilà, je me suis formée aussi au fur et à mesure, et donc je vais vous présenter un petit peu le produit de tout ce travail qu'on mène avec Pierre Deschlottes en nutrition, donc à la fois au CHU et à la Croix-Rouge. Et puis je mène aussi de mon côté en pédopsychiatrie, donc à l'hôpital de Navarre. Pour rappel, donc, la prévalence sur la vie entière des troubles alimentaires est largement féminine, puisqu'on a 9 femmes en moyenne pour un homme à peu près dans la plupart des troubles. Ça concerne, en ce qui concerne l'anorexie mentale, 1 à 4% des femmes, 0,3% des hommes, donc c'est nettement inférieur. Pour la boulimie, c'est 3% des femmes, 1% des hommes, et l'hyperphagie boulimie, que j'appellerais souvent binge eating disorder, donc BED, c'est 3,6% des femmes pour 1,2% des hommes, et à noter que dans la période adolescente, on a une plus grande prévalence, une période un peu critique, donc on a des chiffres autour de 6,1% chez les ados. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le caractère dynamique des troubles alimentaires, puisqu'en fait, on a une apparition de ces troubles qui n'est pas la même selon le type de trouble. L'hyperphagie ou boulimie, c'est le trouble qui apparaît le plus précocement. En général, il apparaît vers l'âge de 8-10 ans, et puis il peut continuer d'apparaître tout au long de la vie. Mais en tout cas, c'est le plus précoce des troubles. Puis il va apparaître l'anorexie mentale, avec 2 pics d'incidence, 14 et 18 ans, qui sont des périodes sensées, puisque 14 ans, c'est l'âge moyen, on va avoir ses premières règles. Et puis 18 ans, c'est l'âge de la séparation, du début de l'autonomie, des grands choix de la vie. Et puis la boulimie, elle apparaît un petit peu plus tard, en moyenne entre 16 et 20 ans. Elle succède dans la moitié des cas à l'anorexie mentale. Et puis elle va se résoudre au début, fin de la vingtaine. Et donc ces troubles, ce qu'on va voir, c'est qu'ils sont dynamiques aussi en termes de spectre, c'est-à-dire qu'on peut se balader tout au long de sa vie sur ce spectre, c'est-à-dire par exemple commencer dans l'enfance par une hyperphagie boulimie à l'âge de 8 ou 10 ans, prendre beaucoup de poids, c'est un poids qui sera mal vécu au moment de l'adolescence, ensuite faire une anorexie mentale, puis basculer en boulimie 2 ans plus tard, puis rebasculer sur l'hyperphagie boulimie, faire une sleeve, rebasculer en anorexie mentale, etc. Et on voit beaucoup de patients, nous, qui ont fait le spectre dans tous les sens, plusieurs fois. Ce qui est aussi très important pour nous, pédopsychiatres, c'est de regarder le carnet de santé. C'est pas du tout dans notre culture, malheureusement, que de demander le carnet de santé pour regarder le poids. Pour autant, c'est indispensable parce que l'histoire pondérale raconte des choses. Quand on reprend l'histoire pondérale, très souvent, on va voir qu'il va y avoir des changements un peu brutaux ou progressifs, mais avec un changement de couloir. Et ce changement, il a une origine. Donc moi, je prends les carnets de santé, je regarde systématiquement, et je regarde systématiquement à quel âge, et je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Si l'enfant s'est mis à prendre 10 kilos, qu'est-ce qui s'est passé? Si cette jeune fille a perdu 20 kilos, qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, on va trouver des éléments dans l'histoire de vie, effectivement, ça peut être des séparations difficiles, ça peut être des événements de maltraitance, ça peut être des enfants qui sont placés, etc. Enfin, on va trouver toujours des événements assez traumatiques, en général, par rapport à des décrochages dans cette courbe staturo-pondérale. Et donc, il faut avoir ce réflexe absolument de regarder. Un rappel très court, l'épidémiologie des traumas. Donc, on a 1 adulte sur 4 victimes de violences physique dans le monde. Si on prend les Français, c'est 14% déclarent avoir été victimes de maltraitance physique, psychique et ou sexuelle, et pour la plupart du temps, 86,8% au sein des familles. Le rapport de la Civise, donc sur les violences sexuelles, qui montre que ça concerne très majoritairement, encore une fois, les femmes, surtout chez les mineurs, que la plupart du temps, il s'agit d'un inceste, et que ça commence le plus souvent chez les jeunes filles avec un âge médian à 7 ans et les garçons 8 ans. Donc ça concerne particulièrement la pédopsychiatrie. Au niveau des chiffres du stress post-traumatique, on considère que c'est entre 5 à 12% de la population. Et quand on parle de stress post-traumatique complexe, parce qu'il y a 2 types de stress post-traumatique, il y a celui qu'on connaît tous, c'est le Bataclan. C'est un orage dans un ciel bleu. J'avais une vie pas très stressante, j'étais plutôt épanouie. Et puis je suis confrontée à un événement qui n'a pas de sens, que je ne peux pas métaboliser. Ça, c'est celui qu'on a tous dans notre imaginaire, mais ce n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est le stress post-traumatique complexe, c'est la répétition de traumas tout au long de sa vie, qui peuvent avoir l'air petits, mais qui sont répétés, et auxquels l'enfant ne peut échapper. C'est ça aussi le caractère grave de ce type de trauma, c'est que l'enfant sait que ça va se reproduire.
Et ça, c'est 1 à 8% de la population. Et ça concerne 50% des gens qui sont dans des établissements de santé mentale. Et ça, on a un gros problème avec ça, nous, les psychiatres. C'est-à-dire qu'on est là avec le DSM, on regarde, tel critère, égale tel traitement, durée moyenne de séjour, dehors. Le problème, c'est que le trauma, déjà, ça ne se dit pas le plus souvent, parfois il y a l'amnésie, et puis ça se masque par d'autres symptômes. Et on va voir d'ailleurs justement les erreurs diagnostiques. Donc il faut absolument que nous, psychiatres et pédopsychiatres, on ait cette notion en tête que c'est 50% de nos patients. Et il faut qu'on aille chercher systématiquement du coup chez nos patients. Concernant le syndrome de stress post-traumatique complexe, ça s'exprime à l'âge adulte par des troubles de la personnalité, borderline en particulier, mais pas que, des crises de panique, une anxiété, troubles du sommeil, dépression et des difficultés relationnelles qui vont d'autant plus isoler la personne et faire qu'elle a une absence de soutien. Et on sait que le soutien est primordial pour résoudre les traumas. Le syndrome de stress post-traumatique, il est associé à des taux considérables de comorbidité physique. On en a déjà parlé ce matin et en début d'après-midi. Donc le syndrome métabolique, diabète, dyslipidémie, les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses, les maladies auto-immunes, maladies inflammatoires de l'intestin, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, psoriasis, asthme et j'en passe. Et puis des taux significativement élevés de marqueurs pro-inflammatoires, l'interleukine 6 qui est la plus documentée effectivement, mais tout un tas d'autres marqueurs inflammatoires aussi. Dans une belle étude de 2015 sur des vétérans d'Irak et d'Afghanistan, ils avaient regardé effectivement comparativement ceux qui revenaient avec un traumatisme, un stress post-traumatique, ceux qui revenaient avec d'autres troubles psychiatriques et puis ceux qui n'avaient ni l'un ni l'autre. Et on voit de manière très significative qu'ils sont plus atteints de tous les troubles inflammatoires, de la thyroïdite, des maladies inflammatoires des intestins, arthrite rhumatoïde, sclérose en plaques et lupus. Donc c'est quand même assez parlant. On parlait justement des douleurs chroniques. Justement, le trouble alimentaire, c'est une porte d'entrée pour moi, mais moi ce qui m'a choquée dans ma pratique, c'est à quel point les patientes que j'avais, la plupart sont des patientes, amenaient des douleurs chroniques. Presque toutes finalement, et d'autant plus quand elles sont hospitalisées, si elles sont là, c'est que c'est grave. Et beaucoup répondaient aux critères de fibromyalgie. Alors du coup, je me suis intéressée à la question, et il existe bien une relation entre la fibromyalgie et les symptômes psychosomatiques du stress post-traumatique, par à la fois des caractéristiques communes comme le polymorphisme dans certains gènes associés à la dopamine, mais aussi dans la dérégulation du système hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui conduit à une sécrétion anormale de cortisol. On a des taux très élevés de stress post-traumatique parmi les gens qui ont une fibromyalgie, avec un risque accru qui n'est pas négligeable de fibromyalgie en cas de stress post-traumatique. Et la fibromyalgie, dans des études récentes, ça a été démontré qu'elle peut être déclenchée par des abus sexuels dans l'enfance. Et dans certaines études, on passe de 10 à 64% des personnes qui ont une fibromyalgie qui ont eu des abus sexuels dans l'enfance. Donc il faut absolument qu'on aille rechercher la fibromyalgie ou inversement. Concernant l'endométriose, autre chose que j'ai remarqué aussi chez mes patients qui avaient un TCA, là pour le coup les études sont assez contradictoires. Il y a des études qui vont trouver une corrélation, d'autres qui ne vont pas la trouver. C'est un sujet encore un peu récent, je pense qu'on a encore un peu besoin de temps et d'autres études pour vraiment trancher cette question. Les symptômes de l'endométriose, que ce soit la douleur pelvienne chronique, la fatigue ou la dépression, elles sont corrélées à la maltraitance infantile dans la plupart des études, tout comme les réactions immunitaires qui sont liées à l'endométriose. Et on a une probabilité accrue d'endométriose si on a un syndrome de stress post-traumatique, si on a des abus physiques graves ou sexuels. Mais encore une fois, je tempère puisqu'il y a des études qui ne montrent pas clairement cette corrélation. Donc ce sera précisé dans les années à venir. Enfin, il est rare que l'on ait l'un sans les autres. Pierre Deschottes qui n'est pas là, il parle souvent du trèfle. C'est un peu une blague entre nous en nutrition. Dans le sens où en fait, on a des patients qui ont un TCA. Très souvent, elles ont une autre maladie, fibromyalgie, endométriose, un syndrome de l'intestin irritable. Elles cumulent en général au moins 3 pétales, comme il dit, voire parfois plus. En fait, l'endométriose, elle est associée à un risque accru de troubles alimentaires. Ça, maintenant, on le sait. L'anorexie mentale est associée de manière significative aussi à la fibromyalgie, ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans les études sur l'hyperphagie boulimie et la boulimie. Et puis on a une association significative entre le syndrome de l'intestin irritable, les TCA et l'endométriose. Et ça, cliniquement, nous on l'a observé pas mal de fois.
Alors pour faire un petit peu de neurophysiologie, l'exposition au stress, donc ça entraîne une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophyse-surrénalien, ça on l'a vu ce matin, du système nerveux autonome. Ça va enclencher des troubles de l'immunité, une susceptibilité aux maladies. Et dans les études, on a une augmentation de 50% du risque de maladies auto-immunes si on a des expositions au stress chronique, et on augmente même de 130% si on a plusieurs maladies auto-immunes. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez quelqu'un qui présente plusieurs maladies auto-immunes, c'est hautement, significativement corrélé à l'exposition au stress, plus que si vous avez une seule maladie auto-immune. Donc vous devez vous dire, si le patient il a plein de maladies auto-immunes, allez chercher l'exposition au stress répété. L'inflammation, elle est médiée par les facteurs de trauma au cours de la vie, le sexe biologique, le bagage génétique, les conditions métaboliques et le microbiote intestinal. Et moi, je vais faire un éclairage sur le microbiote intestinal. Je présentais du coup un peu à la place de Pierre, mais bon, je vais essayer de me débrouiller avec ces notions-là, parce que je ne suis pas gastro-entérologue. Alors, l'axe intestin-cerveau, dont on parle beaucoup ces derniers temps, c'est vraiment un domaine passionnant. Justement, on parlait de relier le corps à l'esprit. Moi, j'aime bien l'idée de relier l'intestin au cerveau. Le microbiote intestinal, il joue un rôle important dans la communication entre le cerveau et le tractus gastro-intestinal, qu'on appelle justement l'axe intestin-cerveau. Et cet axe, il va participer à réguler cette fameuse homéostasie entre donc, tout ce qui est gastro-intestinal et puis certaines fonctions cérébrales via le nerf vague et le système nerveux sympathique qui fait partie du système nerveux autonome et des réseaux à la fois endocriniens et immunitaires, donc c'est assez complexe. Nous portons tous à peu près 2 kg de bactéries dans notre intestin qui sont extrêmement variées et qui commandent tout un tas de fonctions qui sont absolument vitales pour nous. On pourrait dire qu'on est un écosystème en soi. Et donc la composition du microbiote intestinal, elle influe la régulation de l'axe intestin-cerveau en stimulant les cellules immunitaires qui contribuent à la neuroinflammation. Et donc le stress, l'alimentation et d'autres facteurs environnementaux peuvent perturber ce microbiote intestinal, ce qui va signaler à l'épithélium intestinal de produire des cytokines pro-inflammatoires et qui va conduire à une perméabilité, ce qu'on a vu ce matin, du tractus intestinal et à un trafic excessif d'antigènes et déclencher une inflammation. Tout n'est pas à retenir, bien sûr, vous aurez le PowerPoint, donc je vais un petit peu résumer. En tout cas, il y a une altération du microbiome intestinal chez les personnes qui ont un stress post-traumatique, ça a bien été démontré. On sait déjà depuis plusieurs années que la dérégulation de la signalisation de cet axe intestin-cerveau était impliquée dans des troubles de l'humeur et dans l'anxiété notamment. Et on suppose que ça médie aussi tout au long de la vie la façon dont l'individu va être résilient. S'il a déjà un microbiote intestinal perturbé et qu'il est exposé au stress, peut-être est-il moins armé. Et inversement, si je suis confronté à des stress cumulés, je vais peut-être aussi avoir un impact sur mon microbiote, ce qui va influencer aussi ma capacité de résilience. Sur le stress post-traumatique et le métabolisme, sur les modèles animaux, on a montré qu'il y avait une perturbation du métabolisme énergétique cérébral et une altération des voies mitochondriales qui sont associées à l'apoptose de l'hippocampe et de l'amygdale. Pour rappel, donc l'hippocampe très important dans la mémoire et l'amygdale pour la régulation de la peur et de l'anxiété. Et chez l'être humain, dans le sang, on a identifié plusieurs gènes qui sont différentiellement méthylés. La méthylation, c'est une des façons de faire de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la modulation de l'expression de notre génome. Et donc, par des groupements méthyl qu'on va mettre à certains endroits sur des protéines de l'ARN, on va pouvoir, de l'ADN, pardon, on va pouvoir donc réguler cette expression génétique. Et aujourd'hui, on a montré qu'il y avait des gènes qui étaient différemment méthylés ou dérégulés, associés à la fonction mitochondriale dans le syndrome de stress post-traumatique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que 20% de ces gènes qu'on a identifiés, ils sont corrélés aussi avec la gravité. C'est-à-dire que le taux de méthylation est corrélé à la gravité du symptôme de stress post-traumatique. Dans les cerveaux post-mortem, on a observé une altération significative de la fonction mitochondriale qui peut être liée à la fois à l'inflammation qui est accrue et à une augmentation du stress oxydatif, on en reparlera plus tard. Et puis dans ce qu'on appelle des profils métabolomiques, on analyse en fait dans des super machines notre métabolisme, et en fait ils ont montré qu'il y avait un lien entre stress post-traumatique et syndrome métabolique par la production et l'utilisation dérégulée des glucides, des lipides, des acides aminés et des altérations des voies liées à l'énergie. Donc on voit que c'est vraiment très complexe et que ça altère énormément de choses. Là c'est un peu plus mon domaine. Les comorbidités psychiatriques, elles sont extrêmement nombreuses.
dépression majeure, dysthymie, troubles bipolaires, troubles de personnalité, dont le borderline, mais pas que, les troubles anxieux généralisés par l'hyperactivation neurovégétative, les troubles paniques, l'agoraphobie, les TOC, les phobies sociales, phobies spécifiques, troubles addictifs, 50% des cas, troubles somatoformes, notamment dans le cas d'abus sexuels, et puis les troubles du comportement alimentaire, ce que moi je vais détailler par la suite, puisque c'est mon domaine de spécialisation. Pour rappel, les violences sexuelles sont les violences qui ont les conséquences les plus graves, les plus durables sur la santé et physique et psychique de nos patients. Il y a un risque de développer un PTSD qui n'est pas le même en fonction du type de trauma. Et ça, c'est vraiment bien de l'avoir en tête. Si vous prenez tout trauma confondu, c'est 4% de transformation d'un trauma en stress post-traumatique. Si vous prenez un viol, c'est quasiment 20%. C'est pas du tout la même chose, quoi. Donc ça veut dire qu'en fonction de ce que j'ai subi, peut-être aussi en fonction de l'âge, du soutien, de la réponse autour de moi, je vais effectivement avoir des risques de convertir qui ne sont pas les mêmes. Enfin, retenez quand même que le viol, c'est le maximum de chances de transformer le trauma en stress post-traumatique. En comparaison d'autres événements traumatogènes, là, donc effectivement, c'est ça, la probabilité de développer un syndrome post-traumatique est très très élevée en cas de viol. Alors, une chose aussi à bien comprendre, c'est que nous, on a beaucoup à avancer en tant que psychiatre, c'est qu'on fait beaucoup d'erreurs diagnostiques. C'est facile d'en faire, parce que c'est facile de se cantonner à ce qu'on voit et de ne pas creuser. Et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on n'est plus très nombreux et que ça devient compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des erreurs? Parce que déjà, les symptômes, ils sont variés. On peut avoir 10 personnes qui ont chacune un stress post-traumatique et il n'y en a pas une qui va se présenter pareil. Et pas pareil même à certains moments. Elle peut venir à un moment donné avec telle expression de sa souffrance, 5 ans plus tard avec une autre expression de sa souffrance. Donc il y a un psychiatre qui va dire « mais non, elle est schizophrène ». L'autre il dit « mais non, elle est bipolaire ». Et l'autre il dit « mais non, c'est un trouble borderline ». Et la patiente a dit « mais je comprends rien, moi c'est à qui je vais avoir confiance ?» En plus j'ai reçu plein de traitements, c'est les mêmes et j'ai même pas la même maladie et j'ai pris 15 kilos et j'ai envie de mourir, quoi. Et moi j'arrive là et je dis « bon, ok, on repart de zéro ». Le problème, c'est que donc, ces symptômes sont variés, et puis aussi cette présentation qui est masquée assez souvent, ou multiple, ou éloignée, ou à distance. Quand vous êtes en psychiatrie adulte, on ne vous a pas appris à faire l'anamnèse du patient, ou pas partout. En tout cas, moi, je n'ai pas été formée à faire l'anamnèse en adulte, et quand je l'ai fait, on m'a arraché les pages dans les observations. On m'a dit, ça n'a rien à faire là. Ça, c'est pas de la clinique. Donc, en fait, non, il faut reprendre l'anamnèse. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie? Même si c'est arrivé 20 ans avant, eh ben, c'est très important. Ce qui est arrivé 20 ans avant, ça n'a pas de raison de ne pas impacter ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, il faut bien reprendre toute l'histoire. Et pour moi, toute l'histoire, ça ne commence pas avec le patient, ça commence bien avant. C'est-à-dire, quelle est votre histoire de vie à vous, celle de vos parents, peut-être de vos grands-parents. Donc, moi, je dis toujours 3 générations en arrière, c'est la base. Les comorbidités dépressives, addictives et psychosomatiques sont les principales modalités de recours aux soins pour les patients. Ils ne viennent pas en disant « j'ai un stress post-traumatique », c'est rarissime. Ils viennent parce qu'ils ont mal quelque part et que tout le monde a dit c'est pas moi, le neurologue c'est pas moi, l'ORL c'est pas moi, le cardiologue c'est pas moi, même le médecin de la douleur a dit c'est pas lui. Donc il arrive chez vous en disant psychiatre c'est la dernière roue en général. Hein. Et vous vous dites je sais pas, est-ce que c'est moi? Bon, donc du coup, on se pose des questions, on réfléchit ensemble, puis on essaie de trouver une solution. Et donc, on se retrouve avec des patients donc, qui ont des présentations très variées, très complexes, qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Et puis alors en plus, si en plus il y a le transculturel dessus, là, ça devient vraiment compliqué. Parce que là, dans l'Eure, par exemple, on a beaucoup de populations immigrées. Moi, je travaille à Évreux, en pédopsie, en partie. J'ai beaucoup de gamins qui sont issus de l'immigration aussi. Surtout ceux qui ont des troubles neurodéveloppementaux sévères, par exemple. Et là, on trouve du trauma chez les mamans, énormément. Et le trauma, il ne va pas se présenter pareil. Il y a plein de cultures où vous allez délirer. Vous allez arriver avec un délire de persécution, alors que vous êtes profondément déprimé, et on va dire, schizophrène. C'est pas si simple. Hein. Donc il y a aussi cette dimension-là. Puis la dimension de la langue maternelle, hein, ça, franchement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, je parle que le français. Pour la confusion, la confusion elle est large puisqu'en fait les symptômes de stress post-traumatique ils peuvent être recoupés dans toutes les autres entités. Vous pouvez avoir des troubles du sommeil, des cauchemars si vous êtes schizophrène. Vous pouvez avoir de l'anxiété, de la dépression si vous avez un trouble bipolaire. Vous pouvez avoir des troubles de l'attention si vous avez un TDAH. Vous pouvez avoir des conduites d'évitement si vous avez une phobie sociale et ainsi de suite.
Donc en fait, le problème, c'est que ça recoupe énormément de choses. Alors, quel est le lien entre les TCA et les traumatismes? Déjà, les statistiques. L'anorexie mentale restrictive pure, je ne mange pas, c'est 10%. 10% de déclarés. Il n'y a pas l'amnésie, enfin on ne compte pas l'amnésie, puis on ne compte pas toutes celles qui n'ont pas dit. L'anorexie mixte, c'est-à-dire je ne mange pas et je me fais vomir, 25%. C'est déjà nettement au-dessus de la population générale. La boulimie, 23%. L'hyperphagie boulimique, que j'appellerais BED en général, Binge Eating Disorder, 24%. Et les non classifiés, 23%. Si on regarde un petit peu en imagerie fonctionnelle, on observe que les zones qui sont impliquées dans les processus de récompense du goût, de la perception de l'image corporelle, chez des personnes qui ont un TCA avec abus précoce, ils sont vraiment modifiés, comparativement à celles qui ont un TCA sans abus ou pas de TCA, pas d'abus. La plupart des études sur justement les abus sexuels et le TCA, elles ont été faites dans une fenêtre très courte, c'est très étonnant, fin des années 80, début 90, et après plus grand chose. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce qui est très bizarre, c'est qu'à l'époque, on avait des chiffres à peu près les mêmes dans toutes les études, entre 25 et 50%, ce qui est considérable, ce que nous on retrouve dans notre population clinique à Rouen. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on s'arrêtait là. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, ces études datent de cette époque-là, et ils avaient déjà observé qu'au sein des groupes des TCA, les personnes qui étaient abusées sexuellement avaient des troubles psychiatriques, comorbides, plus graves, plus obsessionnels, plus phobiques que les TCA qui, elles, n'avaient pas été abusées. Et c'est vraiment ce qu'on voit en clinique, de manière très claire. Pourquoi le TCA? Bon, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a qui disent c'est pour éviter à tout prix le sentiment de perte de contrôle, sans doute, je pense effectivement. Reprendre le contrôle sur elle-même pour plus être impuissante face à l'environnement, ça passe par le contrôle du poids, ça aussi on le voit très souvent. Modifier son apparence physique, très souvent aussi. Éviter d'être sexuellement attirante, que ce soit l'obésité ou l'anorexie, ça aussi, très fréquemment. C'est pas toujours conscient. Parfois, on amène les jeunes filles à pouvoir le formuler, mais c'est assez souvent le cas. Je vais me pencher un peu plus sur la question de l'obésité aujourd'hui, parce que l'anorexie mentale, on connaît bien, mais l'obésité, c'est vraiment un sujet très complexe aussi par rapport au stress post-traumatique, et puis ça concerne beaucoup plus de personnes dans la population générale. Si vous avez un syndrome de stress post-traumatique, vous avez beaucoup plus de chances de développer une obésité. Et si vous avez une obésité, il y a beaucoup plus de chances que vous ayez eu un syndrome de stress post-traumatique. Les sujets qui ont des antécédents sexuels dans l'enfance, ce risque accru, c'est 40 à 60% d'une obésité morbide. Ça, c'est vraiment à comprendre parce que quand vous êtes nutritionniste ou chirurgien gastro-entérologue et que vous faites des sleeves, par exemple, il va falloir avoir ça en tête, de se dire que vous avez des patients, quand ils sont très obèses, il y a beaucoup plus de chances qu'ils aient été abusés que s'ils sont faiblement obèses. Pourquoi? C'est médié en partie, pas que, par le Binge Eating Disorder, donc qui est cette alimentation compulsive. C'est-à-dire je mange en grande quantité, vite, mais je ne me fais pas vomir, je ne fais pas de sport. Cette association elle est d'autant plus vraie si l'obésité est sévère, et d'autant plus s'il y a eu des abus sexuels. En fait, les effets de l'abus sexuel, c'est la mauvaise estime de soi, une mauvaise image corporelle, des comportements impulsifs et la toxicomanie dont on a parlé, qui peut débuter très précocement, et qui sont des facteurs prédictifs de frénésie alimentaire et d'obésité, et que finalement, cette alimentation compulsive, c'est un moyen de gérer la dépression et l'anxiété. Alors, le TCA aussi, finalement, c'est la question d'une alimentation émotionnelle. Je vais manger pour combler un vide. On a aussi beaucoup de patients, je trouve ça intéressant dans la dimension corporelle, qui disent « moi j'ai un trou et je remplis un trou. Ça rentre, je sais pas comment ça sort, et puis quand ça rentre, je veux que ça sorte. » Moi j'entends ça plein de fois. Comme si il y avait un trouble vraiment de la perception du corps qui s'était inscrit très précocement. En imagerie, ils ont démontré ça. Ils ont démontré que les abus sexuels, ça touchait certaines zones du cerveau, de représentation du corps, et que ça avait un impact plus tard sur la sphère génitale. Et je pense que ça ne touche pas que la sphère génitale. On a des patients, ils n'arrivent même pas à dessiner un tube digestif, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'un tube, c'est vraiment un tube qui relie une extrémité à l'autre, et il n'y a rien d'autre que ça, du vide. Donc finalement, aujourd'hui, on arrive sur un modèle de stress d'alimentation-obésité, c'est-à-dire une alimentation
qui est inadaptée aux facteurs de stress, mais qui est la seule qu'on ait trouvée à ce moment-là, puisque l'enfant, en général, il n'a pas pu échapper à l'agression. Un sujet très important, c'est la chirurgie bariatrique dans le cas d'abus sexuels, puisque la prévalence des abus sexuels chez les candidats à la chirurgie bariatrique, c'est entre 15 et 21%, donc c'est énorme. Et il y a beaucoup d'études qui avaient déjà démontré le risque de conversion addictive, de bascule vers de l'alcoolisme par exemple, ou de suicide en moyenne entre 10 et 18 mois après la chirurgie. C'est d'autant plus vrai pour les patients qui ont été abusés sexuellement. Vous ne résolvez pas le problème en coupant 2 tiers de l'estomac. Vous ne résolvez pas le problème parce qu'il y a toujours un PTSD et que la personne, il faut bien qu'elle trouve un moyen de gérer sa souffrance. Donc il faut vraiment être extrêmement prudent. Et aujourd'hui, les évaluations qui sont faites au préalable, obligatoires, de psychiatres ou psychologues par rapport à ces chirurgies, ne vont pas rechercher systématiquement le syndrome de stress post-traumatique pour savoir comment ça se passe. Vous avez des entretiens entre 30 minutes, 45 minutes, et ce n'est pas du tout suffisant pour qu'un candidat à la chirurgie bariatrique vous parle de quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne. C'est pas possible. Alors, si je vais essayer de récapituler un petit peu comment est-ce qu'on devient obèse dans le cadre de stress chronique. Ben déjà, j'ai une activation de mon système de récompense amygdale et du locus coeruleus, un changement fonctionnel dans le cerveau, et ce changement, il chevauche des zones liées à l'appétit. Ça, c'est important à comprendre. Et puis des perturbations de l'axe neuro-endocrinien qu'on a déjà vu. Et tout ça, ça va créer une libération accrue de dopamine. Et on sait que la dopamine, c'est l'hormone de la récompense, mais c'est aussi, en cas d'addiction, quand c'est sécrété de manière effectivement accrue, on va avoir des tendances à des conduites addictives. Et puis l'impulsivité alimentaire, qui va se corréler à l'alimentation émotionnelle, et la consommation. Alors la perturbation de l'axe endocrinien, lui, va entraîner une consommation accrue, incontrôlée d'aliments gras, sucrés et d'alcool. Et puis ça, au niveau des hormones de la satiété et de la faim, elles sont perturbées puisque j'ai une augmentation de la leptine, qui est une hormone de satiété, et j'ai une baisse de ma ghrelin qui, elle, est constatée chez les patients obèses. Et cette diminution et augmentation de ces deux, enfin cette perturbation de ces deux hormones, ça entraîne un stress oxydatif, donc via surtout la leptine, qui renforce l'activité phagocytaire des macrophages, qui induit la synthèse de cytokines pro-inflammatoires et qui va entraîner à force des lésions tissulaires qui, au bout de quelques années, seront à l'origine des complications de l'obésité. En fait, globalement, l'obésité, dans le cas d'un SSPT, c'est une micro-inflammation constante, un stress oxydatif qui ne fait qu'augmenter avec le temps et une dégradation des tissus qui va toucher effectivement cardiovasculaire et tout un tas d'autres tissus. Donc, si on pourrait résumer la question de l'obésité dans le SSPT, c'est que c'est un cercle vicieux, puisque vous avez une inflammation qui entretient l'obésité, elle-même entretient l'inflammation, le stress post-traumatique entretient l'inflammation et l'obésité. Enfin bref, en fait, c'est très difficile de se sortir de l'obésité quand on a un stress post-traumatique. Donc, il faut éviter les discours de culpabilisation ou de régime restrictif pur. Le meilleur modèle qu'on ait aujourd'hui, 2022, donc très récent, c'est ce modèle-là pour expliquer les troubles alimentaires. C'est-à-dire au départ, j'ai ma génétique, donc mon hérédité, mon épigénétique, qui dépend de mon environnement et de ce que j'ai hérité de ma mère. Parce que quand j'étais dans son ventre, moi, j'ai été exposée déjà. J'ai déjà méthylé différemment mes gènes. Et comme une petite fille fait ses ovaires pendant la grossesse, eh ben, j'ai méthylé la génération d'après. Donc si ma mère a subi des traumas, il y a 3 générations qui sont méthylées différemment. Et puis ensuite, je vais avoir les conditions sociales, le contexte familial, géographique et culturel, notamment l'idéal de minceur occidentale, mais pas que. Puis l'expérience négative dans l'enfance avec l'exposition élevée au trauma, puis le développement neurologique perturbé avec des hormones qui sont altérées, les neurotransmetteurs qui sont altérés, les peptides, et une connectivité fonctionnelle altérée. Donc déjà, on ne part pas très bien. Et puis, tout ça va entraîner un déficit de compétences sociales, émotionnelles et cognitives, avec une difficulté de traitement neurocognitif socio-émotionnel. Tout ça engendre des comportements à risque pour la santé, régime, consommation excessive d'alcool, nourriture, conduite de purge, automutilation, impulsivité, etc. Et puis enfin, à bout d'un certain temps, je vais développer des maladies, un handicap et des problèmes sociaux, avec des comorbidités médicales, des complications, dysfonctions interpersonnelles et j'en passe, manque de soutien social, et enfin, malheureusement, la mort prématurée. Ça s'explique comme ça. Et puis il y a la question des télomères, bien sûr, que je rejoins, parce qu'on écourte ces télomères quand on est exposé au stress oxydatif chronique.
Donc voilà, ça c'est le meilleur modèle qu'on a aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse sur l'autisme, et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette petite parenthèse, parce que moi au départ, je n'avais pas prévu d'y aller, à l'autisme, mais c'est les patients qui m'ont conduit à aller vers l'autisme, puisque dans les troubles alimentaires, on va trouver énormément de patients autistes, qui en général ne le savent pas quand ils arrivent d'ailleurs. C'est 23% des patients avec un trouble alimentaire qui présentent des caractéristiques autistiques, largement supérieures à la population en général. Et on a 34% des adultes TSA, donc je veux dire TSA pour trouble du spectre de l'autisme, qui souffrent d'obésité. Là aussi, c'est largement supérieur à la population générale. Et on a une clinique un peu spécifique. Au début, on ne savait pas, mais à force d'observer, on a vu, et dans la littérature aussi, ils ont commencé à voir. On a une prédominance de TCA sans vomissement et un risque accru d'hyperphagie boulimie par rapport aux autres TCA non TSA. Et puis, on a une grande tendance à être aux deux extrémités du spectre. On est soit très maigre, soit très en surpoids. Pourquoi ce lien entre autisme, TCA, PTSD en anglais, je veux dire SSPT en français. Cette association, aujourd'hui, elle est démontrée, mais c'est 2018, c'est ultra récent. Toute la littérature autour de cette question est ultra récente, ça ne fait même pas 10 ans, la plupart d'ailleurs des articles n'ont même pas 3 ou 4 ans. Alors ce qui a été démontré, c'est que les enfants autistes, ils ont une altération de la régulation neurologique et affective, avec une augmentation des niveaux de détresse, ce qui rend leur capacité à traiter les traumas beaucoup plus difficile, et ils ont un cerveau qui traite les informations plus lentement, et qui bloque même parfois le système de traitement de l'information. Et dans le même temps, c'est des enfants qui sont plus exposés que les autres au trauma, aux moqueries, à l'isolement social et à l'absence de soutien. Donc à la fois, vous avez un cerveau qui ne permet pas de traiter le trauma et vous êtes plus soumis au trauma que les autres. Déjà, ça ne part pas très bien. Il y a une double peine dans la question de l'autisme et du stress post-traumatique, parce que l'expression de l'autisme et des comorbidités très fréquentes de l'autisme est similaire au comportement en lien avec les conséquences d'un psychotrauma, d'un viol. Donc pour rappel, c'est 1/3 des personnes autistes qui répondent aux caractéristiques de stress post-traumatique. C'est énorme. Vous avez 42 à 84% ont un trouble anxieux, dont le plus fréquent est la phobie sociale, mais en général, ils ont à peu près tout. La dépression, c'est entre 20 et 43%, les TOC, entre 5 et 17,4%, les troubles du sommeil, entre 44 et 86%, et le TDAH, entre 20 et 28%. Et tout ça confusionne beaucoup le diagnostic, puisqu'on va se dire, bon, bah, c'est parce qu'il est autiste, ou c'est parce qu'il est dépressif. Mais en fait, il a le droit d'être et dépressif et autiste, et d'avoir un stress post-traumatique. L'autre problématique de cette double peine, c'est la difficulté de recours aux soins en cas d'agression. Les personnes qui sont autistes, elles ont une difficulté de communication et un trouble des habiletés sociales. Le contexte des urgences, c'est franchement peu compatible. Vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui est pressé, qui veut vous expliquer dans un langage synthétique ce qui vous est arrivé, et vous, c'est pas du tout votre façon de faire. Donc ça va être très compliqué. Vous avez une anxiété sociale et une difficulté d'affirmer qui l'on est, parce que vous avez du mal déjà à pouvoir, en temps réel, accéder à vos émotions quand vous êtes autiste. Donc savoir ce que je ressens et qui je suis en temps réel, c'est très dur. Et du coup, soit en tant que personne, et encore en plus, la plupart des personnes autistes ignorent qu'elles le sont. Parce que la majorité des personnes autistes, ce n'est pas des autistes de canneurs qui se tapent la tête contre les murs. La majorité des personnes autistes, c'est des autistes qui ont une vie. Pour la plupart, ils ont une vie un peu sociale, ou même très bien sociale. Ils travaillent, il y en a même qui ont fait des enfants, et qui ne savent pas qu'ils sont autistes. Par contre, ils vont arriver dans les soins parce qu'ils ont fait un TCA, parce qu'ils ont fait des burn-out répétitions, parce qu'ils ont eu des diagnostics un peu variés, et un profond mal-être, et ils n'ont jamais trouvé de solution. Et puis les personnes avec un autisme, ils ont très peur de craindre de perdre leur libre arbitre. Parce que souvent, on a décidé pour eux, et d'autant plus que, comme ils vivent dans un monde de neurotypie, ben en fait, ils passent leur temps à s'ajuster aux neurotypiques. Donc ils n'ont déjà pas leur libre arbitre de base, puisqu'ils sont minoritaires dans un monde majoritairement neurotypique. Et puis les difficultés de saisie du contexte, ben, c'est compliqué de se percevoir comme une victime quand j'ai pas compris que j'étais une victime. Parce qu'ils saisissent pas le contexte. J'ai pas vu qu'il m'avait dragué, j'ai pas vu qu'il était insistant. J'en ai plein des exemples de patients. J'en ai un parmi tant d'autres. Mais j'ai une patiente qui me raconte ça. En vrai, on en rigole maintenant, mais c'est pas très drôle. Elle fait appel à un plombier. Bon, déjà, un peu cliché. Elle fait appel à un plombier, elle a une fuite. Voilà. Le monsieur, il arrive et il commence à lui raconter sa vie. Que pas très adapté quand même. Hein. Il lui dit qu'il est triste, sa femme l'a quitté,
il a perdu confiance en lui, tout ça, tout ça. Et elle est polie, bien élevée, les autistes sont très polis, bien élevés. Elle lui dit, mais non, vous êtes quelqu'un de bien, me rassurez-vous. Non, moi je vous trouve très bien. Et bah, lui, il tente de l'embrasser. Et elle comprend pas. Enfin, c'est quoi le rapport? Tu es venu réparer ma fuite d'eau et tu m'embrasses, je comprends pas. Et donc elle a été très choquée, elle n'a même pas su comment réagir. En vrai, s'il avait été plus loin, je pense qu'elle n'aurait pas pu se défendre. Et ça, c'est vraiment un exemple absolument typique. Donc, pour elle n'était pas victime. Quand on en a parlé, elle m'a dit, bah non, c'est ma faute, j'aurais pas dû lui dire qu'il était bien. Bah, non, c'est parce que tu es très poli et que tu n'as pas compris le contexte, en fait. Donc, d'autant plus, elle ne va pas aller porter plainte contre cette personne. Et encore là, voilà, on est dans une agression, mais on n'est pas dans un viol. Moi, j'ai des situations de viol de femmes autistes qui me racontent qu'elles ne comprennent pas encore qu'elles sont victimes. Hein. Donc justement, pour parler d'autisme et de violences sexuelles, il y a une étude de 2022, qui est très récente, qui montre que l'âge moyen de l'agression sexuelle chez les personnes qui sont autistes, un tiers d'entre elles avant 9 ans, la moitié avant 14 ans. 88% des femmes autistes ont eu des contacts sexuels non désirés, 51% une pénétration sexuelle par la contrainte et 39% un viol, largement supérieur au chiffre de la population générale. 84% ont vécu plusieurs agressions sexuelles et elles ont un risque multiplié par 4 par rapport aux autres d'avoir un stress post-traumatique du fait justement de ce fonctionnement cognitif qui est différent et de cette difficulté à se considérer comme une victime. J'ai presque fini. Pourquoi elles se font agresser plus que les autres? Ça, c'était vraiment une question que je me suis posée et puis j'ai creusé. Alors déjà, il y a un délai d'accès à l'initiative. On a une réaction de sidération, une absence de schéma d'action préétabli. Nous, les neurotypiques, on fait des boucles. On préprogramme des trucs, comme ça consomme vachement moins. Et puis, j'ai appris que, voilà, dans telle circonstance, il faut faire ça. Je sors ma petite boîte, hop, voilà. Telle circonstance, c'est ça qui est attendu de faire. Même si c'est pas très ajusté, c'est à peu près ça. Elle ne fonctionne pas comme ça. Les personnes autistes fonctionnent en temps réel tout le temps. C'est comme s'ils redécouvraient à chaque instant la situation comme nouvelle. Donc, ils n'ont pas de schéma préétabli où ils mettent des années à les avoir, ces schémas que nous, on a très tôt. Et puis, ça génère un sentiment de responsabilité. Ils ont un délai d'accès à soi, donc difficulté d'accéder à ses propres émotions, à ses propres limites, et ils ont très peur du rejet social, ils essaient de l'éviter comme ils peuvent, puis ils essaient de camoufler, même s'ils ne savent pas qu'ils sont autistes, ils essaient de camoufler leurs difficultés pour s'insérer comme ils peuvent, et parfois ça passe par ne pas dire non. Quand je dis oui, ça fait sourire les autres, ils sont contents, donc moi je dis oui, je ne sais pas quoi je dis oui, mais je dis oui. Et puis le délai d'accès à l'abstraction, il y a un défaut de reconnaissance des visages et des intentions, donc ils ne comprennent pas la manipulation, ils ne comprennent pas du tout la séduction. Une autre anecdote que j'ai qui me vient comme ça, une patiente autiste qui me raconte, ça c'est assez improbable, elle n'était pas encore diagnostiquée à ce moment-là, elle est caissière, donc elle fait caissière dans un supermarché. Déjà quand on est autiste, c'est quand même assez incroyable, parce qu'il y a le bruit, les gens, tout ça. Et il y a un monsieur, il vient tout le temps, qui est plus âgé, vraiment beaucoup plus âgé, il vient tout le temps la voir et puis il essaie de lui parler. Alors elle est protégée derrière sa caisse et du coup, voilà, il est un petit peu collant, mais elle arrive à s'en débarrasser quand même. Et puis un jour, il insiste, il lui dit « Je voudrais qu'on prenne un verre ». Et elle en a marre qu'il lui demande de prendre un verre. Alors un jour, elle dit oui, parce qu'elle pense qu'il va lui fiche la paix. Et en fait, il lui fiche pas du tout la paix, c'est qu'elle va prendre un verre avec lui et il essaie d'avoir des rapports avec elle. Et donc elle est très choquée parce qu'elle n'a pas du tout compris qu'en ayant accepté de prendre un verre avec lui, alors qu'il insistait depuis des semaines, c'est qu'il voulait quelque chose derrière. Donc c'est vraiment ça, on ne perçoit pas en fait les manœuvres de manipulation, de mensonge et de séduction. Et puis un défaut d'identification de la gravité de l'agression et de l'intention de l'agresseur. Ce qui expose à la répétition. Ça explique pourquoi elles sont exposées souvent plusieurs fois. Et les agresseurs y repèrent très bien ça. C'est une victime parfaite. Elle est isolée socialement, elle se sidère très vite, puisque les autistes ont une hyperactivité à l'anxiété, donc sidération directe, comme avec une proie, quoi. Une démarche singulière, elles n'ont pas le ballon des bras quand elles marchent. Il y a une rigidité corporelle, et ça se remarque bien. Et puis, du coup, les agresseurs, ils les voient. Donc, au final, si j'ai un TCA et un PTSD, je recherche l'autisme. Si j'ai un TCA et un TSA, je recherche le PTSD. Donc c'est ce qu'on fait, nous, systématiquement, maintenant. Alors, il reste 2 diapos. TCA et PTSD, une histoire récente. Il n'y a pas longtemps, j'avais même fini mon internat, c'était déjà encore comme ça, puis c'est encore comme ça dans plein d'endroits. On utilise des contrats de poids.
Si tu manges pas, tu vois pas tes parents. Si tu manges pas, dans un grand hôpital à Paris, hein, qui est une référence, tu n'auras pas de psychologue. Donc des choses comme ça, et moi que les patients me rapportent, hein, que je trouve sidérantes. Et les séparations, puis les gavages. Et moi j'ai participé de ça, parce que quand j'étais interne, je faisais signer les contrats. Tu sais, si tu prends 500 grammes, tu auras le droit d'envoyer une lettre. Si tu prends 1 kilo, tu auras le droit d'un appel téléphonique. Et dans 4 kilos, tu auras le droit de les voir, mais pas longtemps. Donc déjà, moi j'avais commencé à enlever ça, en tout cas à raccourcir à 8 semaines au lieu de 9 mois, c'était déjà pas mal. Et puis après, ça dépend des gens qu'il y a, mais en tout cas, c'est encore très, très actif en France dans le milieu du TCA. L'enfermement en psychiatrie aussi, sous la contrainte parfois même en réa avec le gavage, ça pose question parfois. Est-ce qu'on ne devrait pas plus souvent penser d'un point de vue éthique, se poser la question? Est-ce qu'on ne devrait pas accompagner les patients dans le fait de dire, voilà, est-ce que gaver contre son gré quelqu'un, c'est ça du soin? Je sais pas. La focalisation sur les symptômes alimentaires aussi, on ne voyait plus que ça. Le reste, elle est chiante, c'est anorexique, c'est pour ça qu'elle nous fait chier avec ses CNO qu'elle veut mettre au congélateur. On n'a que ça à faire. Elle met ses CNO au congélateur parce qu'elle est autiste et que quand c'est au congélateur, ça a moins de goût et c'est plus facile à manger. En fait, si on pose juste la question, on le sait, ils nous le disent. Hein. Donc nous, on a pris le parti en fait, de les écouter et de se dire, en fait, les anorexiques, elles ne sont pas chiantes, elles sont en souffrance. Et puis, l'absence de libre arbitre et le paternalisme des prises en charge. Pendant très longtemps, le TCA, ça a été un domaine très, très paternaliste. Il y a le médecin qui sait, qui dit, et si c'est pas comme il veut, c'est pas un bon patient. Et l'infantilisation. En plus, on a des patients qui ressemblent à des enfants, ou qui se comportent comme des enfants, qui régressent, et on avait cette tendance justement à rentrer dans ce truc-là, d'être vraiment dans des conduites très paternalisantes, très punitives. Et ça, c'est vraiment très grave. Du coup, nous, on a évolué à Rouen. On s'est dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. On voit bien qu'on n'y arrive pas. Donc, on va partir de zéro. On va les écouter, puis on va leur faire confiance. Puis on va se faire confiance à nous aussi. Et donc, on a recherché systématiquement le PTSD chez nos patients. Aujourd'hui, on fait passer des échelles quasiment à tous les patients, en fait. Et puis, on a formé tout le monde au repérage du syndrome de stress post-traumatique et aux soins. Et du coup, ça a tout changé. Et puis, on a repris systématiquement l'histoire du patient, et puis on aide à la narration. En tant que psychiatre, moi, je sais tout de suite s'il y a un PTSD. Moi, j'arrivais dans une chambre, j'avais 3/4 d'heure devant moi. Au bout de 3/4 d'heure, j'avais un puzzle en miettes. Je me disais, bon, je vais passer 3 heures à mettre les choses dans l'ordre. Quand je n'arrive pas à poser les questions, qu'il n'y a pas de suite chronologique, qu'il n'y a pas de lien entre les événements et que tout est mis au même plan, c'est un PTSD. Et je ne me trompais pas. Et puis, le travail avec les familles, aujourd'hui, on fait des entretiens familiaux systématiques. Psychologue, nutritionniste, psychiatre, parce que finalement, c'est presque ce qui soigne le mieux, j'ai envie de dire. Et le transgénérationnel. Parfois, on avait 3 générations dans le bureau, c'était sympa. Le respect et l'encouragement du libre arbitre, très important. Laisser le temps au patient de réfléchir, de se positionner. Il a le droit de dire non, en fait. C'est ça, son libre arbitre. L'assistante sociale aussi, pour aide à l'autonomie, dépôt de plainte, même se déplacer avec le patient pour porter plainte, on a déjà fait. Les propositions alternatives à l'hospitalisation, les hôpitaux de jour pluridisciplinaires, donc psychologue, nutritionniste, diététicien, et pour ma part, moi j'anime des hôpitaux de jour, TCA, obésité, anorexie et autisme. Donc je fais ça tous les vendredis matins, où j'ai 2 groupes de 3 à 4 patients, là c'est 4 patients à chaque fois, où on travaille sur les habiletés sociales, émotionnelles, sur ce qu'est l'autisme, sur ce qu'est le PTSD, etc. Donc vraiment, je leur donne le niveau d'information que je vous donne à vous, en fait. Je vois pas pourquoi d'ailleurs ils auraient moins, et en général ils sont plutôt très contents. Et puis l'activité, elle est pensée vis-à-vis du PTSD. On a développé du snooze-zen, donc des activités de détente, où la personne qui fait le snooze-zen, elle sait s'il y a un trauma et elle fait attention. Des groupes de parole aussi. Moi, j'anime une fois par mois un groupe de parole autisme et TCA. Et un groupe de lecture thérapeutique aussi, par exemple. Donc, je vais terminer juste là-dessus. Je vous laisserai lire tranquillement, parce que ça vient de sortir. C'est Amélie Nothomb, dans Psychopompe, qui a écrit un texte que j'ai extrait, que je trouve vraiment extrêmement parlant. À savoir que donc elle a été victime d'abus sexuels dans l'enfance, qu'elle a fait de l'anorexie et qu'elle est probablement autiste. Donc, je crois que ça parle bien de mon sujet. Je vous remercie.